Qu'est-ce que l'apprentissage artificiel? Où est-ce qu'on le rencontre? D'abord, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste en fait de trouver des structures, des régularités dans des observations. Et pour un ordinateur, c'est assez génial parce que des observations, on en trouve des millions, voire des milliards de plus en plus aujourd'hui. Et prédire à partir de cela des nouvelles observations. On va voir des exemples par la suite. Quand est-ce qu'on peut appliquer l'apprentissage? Lorsque l'expertise humaine est absente, c'est-à-dire qu'on n'a personne qui a réussi à synthétiser des données pour fabriquer un modèle. Quand il est impossible d'expliquer cette expertise, on est en face de résultats qu'on n'arrive pas à comprendre, eh bien on va demander à la machine de chercher autrement, différemment. Quand les solutions sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions très très rapidement, en temps réel, parfois au millième de seconde près, et que l'être humain est incapable de faire ça. Quand les solutions doivent être adaptées à beaucoup de cas spécifiques, et quand on dit beaucoup, ça veut dire à des millions, voire des milliards de cas, tous différents, et qu'il est impossible de définir une solution unique. Ou encore quand la taille du problème est beaucoup trop grande pour que l'humain puisse le résoudre. C'est-à-dire des problèmes qui demanderaient des milliers de personnes travaillant des milliers d'heures pour avoir une solution. Par exemple, pour Google, le fait de trier, de classer par mots-clés des sites internet, c'est impossible de le faire par des humains. Et c'est là que l'apprentissage est vraiment indispensable. Où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, un des premiers cas qui a été vraiment résolu, c'est la reconnaissance de caractères. Aujourd'hui, on sait tout à fait faire reconnaître des caractères par un ordinateur, même dans des cas assez complexes, comme ici, où les caractères sont masqués. La reconnaissance de mots-clés, donc c'est énormément utilisé par Google, entre autres, pour faire du référencement. Mais ici, par exemple, on a une analyse de 250 discours des présidents américains, discours sur l'état de l'Union, et on a pu trouver des mots-clés et voir des liens entre ces mots-clés. Cette analyse-là aurait été impossible par un être humain normal, ou en tout cas pas dans un temps très court. La reconnaissance de visage, c'est quelque chose qui est tout à fait au point aujourd'hui. Ici, donc, sur ces photos, on va pouvoir déterminer l'âge d'une personne, son genre, sa race, etc. Différentes informations, couleur des moustaches par exemple, et vous voyez le format des couleurs classique en informatique. La détection d'objets et de formes, c'est quelque chose qu'il est indispensable de mettre au point parfaitement si on veut un jour disposer de véhicules autonomes. La reconnaissance de la parole, mais pas seulement. On a aujourd'hui des outils qui permettent de débruiter, c'est-à-dire d'enlever des bruits parasites dans un enregistrement. La transcription musicale, on a des outils aujourd'hui qui, à partir de l'écoute d'une symphonie de Mozart, vont être capables de recréer, de réécrire la partition. La reconnaissance du locuteur, qui est-ce qui parle. La classification, l'identification de musique. Vous connaissez bien Shazam, eh bien, il s'agit encore d'outils d'apprentissage. La classification d'actions, de pensées. Aujourd'hui, on est capable, au moyen de casques qui comportent une soixantaine d'électrodes, de repérer les éléments, les secteurs du cerveau qui sont le plus activés et d'en déduire, par exemple, par un apprentissage, eh bien, la possibilité de jouer à un jeu sans utiliser de souris, de clavier ou quoi que ce soit. C'est un peu de la détection de la pensée. Les sites de rencontres, la mise en relation.
des ordinateurs sont capables à partir des données que vont renseigner des personnes, de savoir si elles sont faites pour s'entendre ou bien si elles sont faites pour travailler ensemble et donc de les mettre en relation. C'est également utilisé dans des jeux vidéo pour permettre à des joueurs de collaborer ou de s'affronter. Les systèmes de recommandation, vous avez tous utilisé sur Netflix ou sur Amazon, etc. On vous a proposé des choses en fonction de ce que vous aviez déjà choisi. Eh bien, les systèmes de recommandation fonctionnent sur l'apprentissage. En biologie, en astronomie, en économie, dans à peu près tous les domaines actuels, on va utiliser de l'apprentissage. Par exemple, pour retrouver les relations entre différents gènes, eh bien, l'apprentissage va être indispensable parce que les données sont énormes. En astronomie, pour repérer des nouvelles supernovas, pour repérer des changements, des groupements de galaxies, etc., l'ordinateur est beaucoup plus à même de retrouver des relations entre 10 étoiles que l'être humain. En économie, prévoir des variations, anticiper sur des évolutions, tout ça, c'est du domaine de l'apprentissage. Alors, l'algorithme d'apprentissage que nous allons utiliser s'appelle l'algorithme des cas plus proches voisins. On va l'étudier dans plusieurs exemples et on va l'implémenter en Python. Il s'agit donc d'apprentissage supervisé. Je répète un peu ce qui a été dit précédemment. Si on veut qu'un ordinateur apprenne quelque chose, à quoi ressemble une fleur par exemple, on peut lui montrer plusieurs images différentes en lui indiquant celles qui sont des fleurs et celles qui ne le sont pas. Ça correspond à un apprentissage automatique supervisé. Après cette phase d'apprentissage, l'enfant doit être normalement capable de dire si tel objet est une fleur ou un vélo, ce qui arrive dans la plupart des cas. De même, pour un ordinateur, on cherche à lui apprendre à reconnaître quelque chose, et bien on va lui montrer les structures qui sont cachées dans certaines informations, puisque l'ordinateur, je vous le rappelle, ne reconnaît que des 0 et des 1. Il faut donc un peu structurer ce qu'on veut lui apprendre. Et pour lui apprendre à reconnaître un fruit, eh bien on va par exemple numériser ses dimensions et son poids. On va obtenir un jeu de données que l'on va utiliser pour avoir la description des fruits par rapport à leur poids, leur largeur et leur hauteur. Dans l'exemple que je vais vous montrer, il y aura 4 types de fruits. Chaque fruit donc est représenté par 3 dimensions et on peut faire un graphe en 3 dimensions avec le poids, la largeur et la hauteur. On va regarder tout de suite ça dans un exemple. L'algorithme des cas plus proches voisins va consister à regarder quels sont les voisins les plus proches d'un point particulier, donc dans notre cas dans la 3e dimension. On va par exemple choisir 5 voisins. Si les 5 plus proches voisins sont tous des citrons, eh bien on décidera que notre point est un citron. Si les 5 plus proches voisins sont des pommes, on décidera que c'est une pomme. Alors ici, on a représenté donc dans un espace en 3 dimensions tous les points
obtenu en donnant comme coordonnées x, y et z la masse, la largeur et la hauteur des fruits. Ça fonctionne un peu comme un graphique en 2 dimensions, sauf que là on a en plus la hauteur. Ici, on voit les citrons donc représentés en jaune, les pommes en rouge, les mandarines en orange et les oranges en bleu. Et j'ai mon objet ici, un citron pour l'instant. En violet, ce sont les 5 fruits les plus proches de mon citron. Mon citron, qui a donc pour poids 61 grammes, largeur 6, hauteur 9, 31. Alors ça, c'est un citron. Ceci dit, maintenant je vais me déplacer et vous voyez que les plus proches voisins vont changer. Et si je me rapproche, par exemple, du bleu, ici on voit toujours, donc on est sur les plus proches voisins sont des jaunes. Si je me déplace, alors je vais descendre dans le plan et on voit ici donc la position. Ici, les plus proches voisins sont des oranges. Je me rapproche, je me déplace encore et on voit ici que les plus proches voisins sont des pommes. Donc, si mon objet correspond à un poids de 200 grammes environ, 6 et 8 cm, ça a plus de chances d'être une pomme. Je vais continuer à me déplacer. Ici, mon objet de 149 grammes, 6 et 8 cm a plus de chances d'être un citron. Si je descends ici, il a plus de chances d'être une mandarine avec un poids de 150 grammes, une largeur de 6 cm et une hauteur de 4,88 cm. Et donc, grâce à cet algorithme des plus proches voisins, en déterminant les voisins les plus proches, on peut déterminer la catégorie de l'objet que l'on... Alors, après cet exemple un peu général, si on veut par exemple prévoir à quels fruits correspondent ces données-là, 200 grammes, 8,2 cm et 8 cm. L'idée, ça va être de calculer la distance entre le fruit et tous les autres. Cette distance, c'est quelque chose de mathématique. On utilise la distance euclidienne, que vous connaissez bien, puisque c'est la racine carrée de la différence des coordonnées élevées au carré. C'est le théorème de Pythagore. On va calculer cette distance pour tous les fruits, ce qui va nous permettre de choisir quels sont les plus proches. Et on va décider que la majorité va l'emporter et va nous donner le fruit recherché. Si je prends donc ce fruit-là et que je regarde avec le premier fruit de la liste est ici. Donc le premier fruit de la liste, c'est un citron qui pèse 200 grammes, qui a 7,3 cm de largeur, 10,5 cm de hauteur. Pour calculer la distance de mon fruit à ce citron, eh bien je calcule x moins x', donc 200 moins 200 au carré, y moins y', donc 8,2 moins 7,3 au carré, et 8 moins 10,5, 8 cm, moins 10,5 cm, le tout au carré. J'additionne l'ensemble, je prends la racine carrée et je trouve 2,66. Ce qui est donc la distance entre le citron qui est dans la liste, représenté en jaune, et l'objet que je cherche à estimer pour savoir ce qu'il représente. Je vais faire ça pour chacun des fruits. Pour une orange, la distance sera de 4,23. Le deuxième citron, elle est de 4,44, etc., etc. Ce qui me permet d'avoir, en triant les distances dans l'ordre croissant,
le nom des plus proches voisins. Ici, si je prends 5 éléments, les 5 plus proches voisins sont citron, orange, citron, citron et pomme. La majorité, c'est donc les citrons, et je vais en déduire que le fruit que je veux évaluer est un citron. Par contre, si j'avais pris k égale 20, l'algorithme aurait compté les 20 premiers éléments, et la majorité aurait été une pomme, comme on l'a vu sur le graphique précédemment. Donc un deuxième exemple, la reconnaissance de langue. Si vous allez sur Google Translation par exemple, et que vous tapez un texte, il va automatiquement déterminer s'il s'agit d'un texte en français, en anglais, en allemand, etc. Comment est-ce qu'on le fait ceci ? Eh bien, c'est à partir de l'analyse des fréquences des lettres utilisées. Par exemple, si je veux déterminer si un texte est en français ou en anglais, eh bien, je vais prendre en considération les lettres U et H qui sont assez discriminantes pour distinguer ces deux langues. Ici, j'ai une dizaine de textes. Pour chacun de ces textes, je sais s'ils sont en français ou en anglais et je calcule la fréquence de U et de H. Un premier texte a une fréquence de 5,61 U, 5,61% de U et 0,5% de H. Sa langue, c'est le français. J'ai d'autres textes en français. Vous voyez que la fréquence de U et de H va varier, mais que pour un texte anglais, le nombre de H est relativement plus important. J'ai ici donc deux coordonnées, le X, le Y. Le X et le Y que je peux représenter dans un graphique ici. Et on voit ici que en mettant le U comme X et le H comme Y, la fréquence des H et des U fait que les textes anglais vont être représentés par un point qui est plutôt par là, et les textes français vont être plutôt par là. Maintenant, je veux savoir si un texte que j'ai rentré est plutôt du français ou de l'anglais. Je positionne le point qui correspond à sa fréquence de U et de H et je calcule ses plus proches voisins. Si ses plus proches voisins sont français, je vais supposer que le texte est en français, alors que s'il est en anglais, je vais supposer que le texte est en anglais.